L'avant-dernier rendez-vous avant de boucler ce matin le débat avec les acteurs, vous les connaissez, Franck Aounou, bonjour, Eric Dekene, Bonjour Tanguy. bonjour. Bonjour On Tanguy. va s'intéresser un peu à la dernière sortie de Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président du Bénin, celui qui a dirigé son pays entre 1990 et 1996. Il a publié dernièrement ses mémoires et a eu l'honneur d'être reçu sur une radio internationale qui lui a permis d'exposer sa façon de lire et de voir l'actualité, notamment politique, de son pays. L'homme s'est prononcé au sujet de la gestion de son lointain successeur Patrice Talon. Il a aussi parlé des questions de liberté, mais aussi de retour d'exilés. On va examiner tout cela et surtout finir par cette note. On apprend aussi qu'il est invité pour un autre tour à Niamey, notamment avec son autre successeur, Boni Yahi. C'est toujours pour régler cette question donc de frontières restée fermée depuis maintenant de 2 ans. Allez, Nicéphore Soglo qui décide de publier ses mémoires. C'est important dans la vie de quelqu'un qui a quand même été à cette place et a joué ce rôle dans la vie d'une nation comme le Bénin. Oui, c'est important parce que vous savez, la jeune génération, qui sommes plus jeunes et même ceux qui viendront après nous devront savoir le parcours de ces hommes-là qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et lorsqu'on évoque le nom de Nicéphore Dieudonné Soglo, on se réfère un peu à la conférence de 90 où il y a eu beaucoup plus de projecteurs sur lui. Ensuite, le président de la République, vous l'avez dit, de 90 à 96 et également cadre international béninois qui a fait ses preuves donc à l'international. Donc, ne pas avoir des ressources, ne pas avoir des éléments, ne pas avoir disons, des documents qui retracent la vie d'une telle personnalité, je pense que ce serait un gâchis. C'est pourquoi moi je salue bien ces mémoires qui ont été publiées. Ça nous renseigne davantage avec une certaine fiabilité sur les informations, sur la vie de cet homme-là, que nous avons encore heureusement en vie. Dans certains pays, les gens n'ont pas toujours cette chance-là d'avoir d'anciens présidents de cette trempe-là encore en vie. Et donc, tant qu'ils sont là, c'est toujours bien d'aller se ressourcer à leur niveau, d'aller apprendre un peu de l'histoire de notre pays, de la façon dont ils ont été au cœur, disons, de la gestion du pouvoir d'État. C'est très important. Donc, pour moi, ce sont des documents à lire absolument pour comprendre et mieux saisir, disons, la personnalité de ces anciens présidents. Eric. Oui, vous savez, les écrits restent Tanguy. Nous parlons de notre premier président de l'ère de notre transition démocratique. Donc, il y a eu pas mal d'histoires, pas mal d'anecdotes, n'est-ce pas, concoctées dans ce document. Ce qui est toujours souhaité quand on a ce parcours, c'est surtout vraiment laisser cet héritage pour une nouvelle génération, histoire de revisiter ce qu'on a vécu par le passé. Cela nous permet aussi de mettre nos yeux dans la vie d'un homme qu'on a peut-être toujours décrit dans les médias, mais dont on ne connaît pas forcément les coulisses de sa vie, les coulisses de sa gestion à la tête du pays. Nous aussi, pour le peu qu'on nous a raconté, c'est quand même pas mal d'histoires à la tête de ce pays. On se pose toujours la question comment on peut être... comment on dit, président, avec ses résultats qu'il a connus à la tête du pays, à qui le peuple n'a pas renouvelé le second mandat. Et donc, dans ce document, sans doute, Nicéphore Soglo a quand même essayé d'évoquer les grands chantiers qu'il avait abordés. On nous a toujours dit que c'est grâce à lui que nous avons connu les pavés. Justement, il a relancé l'économie dans un contexte hyper compliqué. Donc, 3 à plus 6. Justement, donc c'est bien de laisser à notre génération un document qui puisse nous permettre aussi de savoir que par le passé, des gens ont vécu, des gens ont fait l'effort, n'est-ce pas, de garder ce pays et de conduire ce pays. Il a évoqué également dans cette interview que pendant qu'il était président, lui n'a jamais envoyé quelqu'un en exil, il n'a jamais enfermé quelqu'un. On viendra un peu sur l'aspect politique, mais l'opportunité de publier un livre aujourd'hui, de la tombe de cet homme, on a vu quand même d'autres grands hommes de ce pays partir dans l'au-delà sans nous laisser, je dois dire, quelque chose d'aussi intéressant en termes de témoignage. J'aurais vraiment aimé que Mathieu Kérékou signe ses
mémoire aussi avant de mourir. Bon, après, Peut-être aussi Roselyne Vieira-Soglo, pourquoi pas, des personnalités comme ça de notre époque contemporaine. Ce n'est pas un exercice facile à écrire. Oui. Après, nous Comment connaissons la proximité Oui. de Nicéphore Dieudonné-Soglo avec les livres, avec l'histoire. Pour peu que vous l'interrogez sur une petite question dans une interview, ça peut vous prendre 4 ou 5 heures de temps. Et il a tellement une très bonne mémoire qu'il peut vous citer Nelson Mandela, il peut vous citer Nicolas Sarkozy, il peut vous citer toutes les rencontres qu'il a eues en tant qu'ancien chef d'État et ces grands hommes du monde. Ils peuvent tout vous dire avec des précisions. Donc, c'est un homme d'une grande culture, qui aime la lecture, qui aime se documenter. Et donc, je pense même que c'est le contraire qui nous aurait étonné que à l'âge qu'il a aujourd'hui, que Nicéphore Soglo ne rédige pas ses mémoires. On se serait posé beaucoup de questions. Quand vous le visitez, moi j'ai eu l'occasion de le faire une fois chez lui, mais il est toujours dans des livres. Vous avez que ça soit de la table jusqu'au salon, vous avez des livres partout. Il peut vous le dire dans ce livre, ce qu'il y a dedans et puis tout ça. Donc, peut-être qu'à ce niveau, ça fait sa particularité. Et cela l'a davantage renforcé dans l'idée selon laquelle il doit forcément laisser un livre, n'est-ce pas Je crois qu'on devrait mettre dans la Constitution que tout Après, homme qui dirige le Bénin devrait écrire... Oui, parce que quand vous voyez ces hommes diriger un pays, ils n'ont pas la possibilité de tout dire. Ce n'est pas toutes les confessions que nous avons. Les temps changent. Parce que... Qu'est-ce que Soglo pourrait nous cacher aujourd'hui de sa gestion de 1990 à 96 qui pourrait bouleverser, je dois dire, l'ordre actuel? Les temps sont passés, les acteurs quand ils sont en exercice, oui. On raconte plus leur histoire que eux-mêmes. Oui. Vous voyez, jusque-là, il y a quoi? Il y a tout ce que nous avons peut-être appris à l'école, il y a ce que les sources orales nous ont enseigné véritablement sur l'homme. Mais ici, il est question de ce que l'homme même écrit de sa vie, de son parcours. En réalité, c'est une preuve indélébile de comment il est venu à la tête de ce pays, de comment il a géré ce pays, de comment aussi il a pu, faire face à quelques crises politiques à l'interne, puisqu'il y en avait justement à cette époque. Donc, c'est beaucoup d'éléments que l'homme lui-même, avec sa plume, essaye quand même de rédiger. Pour moi, il n'y a pas meilleure preuve, il n'y a pas meilleure trace, n'est-ce pas, de faire part de sa vie, de son parcours, de son histoire à une génération. Après, ce n'est pas une prescription divine, hein, quand on accède à la tête d'un pays, de laisser forcément une mémoire. Non, quand on a dirigé le destin de tout un peuple, il est important qu'au-delà de ce que le peuple a pensé. Nous avons des gens qui ont eu plus de longévité de pouvoir que Nicéphore Soglo, mais qui n'ont pas laissé de mémoire. Ailleurs, c'est une tradition, ailleurs, c'est une coutume. Je crois que Nicolas Sarkozy, certes, a pris sa retraite politique, certainement, mais avant même sa retraite politique, avant même d'avoir été candidat pour une dernière fois à la présidentielle, il avait déjà écrit deux ouvrages. C'est important pour la génération qui arrive. Oui, c'est très important. Et vous voyez aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, il fait pratiquement du coaching. Lorsque vous écoutez Nicolas Sarkozy, nous attendons aussi de lui notre mémoire pour son bracelet au pied, peut-être. Oui, peut-être qu'il va venir. Je parie que ça va venir. C'est une expérience qu'il est en train de passer. J'ai même l'impression que Nicolas Sarkozy n'a pas fini de donner tout ce qu'il avait en lui au peuple français. Et aujourd'hui, il se retrouve à véritablement laisser des pensées. Parce que quand l'homme parle, vous sentez une certaine chronologie dans ses propos, une certaine profondeur de sa pensée. Ça fait réfléchir. Vous savez, moi, je pense qu'au-delà même des écrits, en dehors des écrits, il y a beaucoup de personnes qui racontent parfaitement l'histoire des autres. Vous avez cité Roselyne Vieira-Soglo, je pense à Albert Tevo-Edjere, l'un des premiers cadres de ce pays, qui ont un certain bagage. C'est des monuments qui ne sont plus aujourd'hui. Des gens peuvent vous raconter leur histoire, mais c'est important de les inscrire dans des documents parce que l'âge, les années passant, eh bien, ces personnes-là vont partir et on n'aura vraiment pas d'éléments. Quand c'est écrit, il y a une certaine crédibilité autour de l'histoire que l'on raconte. C'est pourquoi je dis que cet effort fait par Nicéphore Dieudonné-Soglo, malgré son âge aujourd'hui, c'est à saluer. Et je pense qu'on devrait même subventionner cela pour que ça soit à la portée de tout le monde. J'espère. Absolument. Moi, je n'ai pas encore... C'est pas gratuit. Non, moi, je pense qu'on devrait le faire pour permettre tout au moins aux étudiants
à l'élite de notre pays de pouvoir lire, à ceux qui ont des revenus moyens de se l'acheter pour lire parce que c'est important. Nicéphore Soglo, celui qui a été le premier président de l'aide démocratique, il a fait autant d'efforts économiques à la tête du Bénin. Je crois que ça doit pouvoir quand même inspirer. Oui, ça doit pouvoir inspirer un peu comme le passage de Boni Yayi à la tête de l'État pendant 10 ans. Ça doit pouvoir inspirer. Absolument. Et ceux qui vivent encore et qui peuvent raconter l'histoire de Mathieu Kérékou, certains pans que nous ne connaissons pas. Pourquoi pas? On peut reconstituer la mémoire de Mathieu Kérékou et l'inscrire dans des... C'est vrai qu'il y a des livres qui parlent beaucoup de Mathieu Kérékou. Il y a même des gens qui ont écrit sur Mathieu Kérékou qui ne sont pas béninois, qui se sont essayés à la chose. Je pense qu'on devait tout collectionner et même créer une bibliothèque des anciens, enfin des personnalités de ce pays. Vous allez là, vous pouvez vous ressourcer sur l'histoire de Mathieu Kérékou, de Nicéphore Soglo, de Boni Yayi, de Patrice Talon, de Aroma Degbe, de Zinsou, ainsi de suite, et même de certains cadres qui ont marqué la vie politique de notre pays. Donc, c'est important. Oui, il a publié ses mémoires, mais est-ce qu'il fallait vraiment qu'il parle? On l'a suivi sur une radio internationale. Quelle est l'opportunité politique, je dois dire, de cette sortie-là, Eric? Le contexte? Peut-être qu'il n'en a pas voulu et qu'il a été sollicité à donner une interview à la suite de la publication de ses mémoires. Il n'avait qu'à refuser. Vous savez, journalistes que nous sommes, quand bien même nous sollicitons une interview, on arrive toujours à glisser d'autres questions qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi nous avons sollicité la personne. Alors moi, je le vois dans ce sens-là, justement. Après, Nicéphore Soglo a toujours été demandeur de parler sur des médias, surtout des médias internationaux. Il ne rate pas du tout l'occasion. Moi, c'est toujours pour ça que je fais à nos dirigeants, fébrile et à la limite même commandeur d'interviews auprès des médias internationaux, pendant qu'ils décrédibilisent, sinon même travaillent à tuer leurs propres médias à l'interne. C'est assez paradoxal. Après, ils s'étonnent qu'il y ait une vaste campagne internationale médiatique contre leur personne. On peut choisir de voir les choses dans ce sens. C'est vrai que nous les voyons très peu dans les médias locaux avec des entretiens exclusifs ou interviews exclusives. Peut-être que ces médias internationaux ont quelque chose que nous autres, nous n'avons pas. Peut-être une audience à l'échelle internationale, voyez-vous. Si Soglo a envie de se faire entendre par d'autres sommités du monde, ce n'est peut-être pas dans comment on dit, dans un média local. Même sur Radio Tado, Radio Tado, d'accord, qui est une radio locale de Abomey Calavi, si c'est Nicéphore Soglo qui a parlé, même à New York. Même à New York, les gens vont entendre. Il ne s'agit pas de trouver un canal. La préférence, c'est la oui, ça part très vite. Peut-être que la préférence, c'est au niveau de la large audience. Au niveau des cibles, au niveau de ce que l'homme veut, n'est-ce pas, pour la portée de sa parole. Tout compte fait, il a fait un choix, mais toujours est-il que il s'est prononcé. Et il est libre de faire son choix. Absolument. Et donc, oui, peut-être que dans ce cas, il a été sollicité pour se prononcer sur ses mémoires, se prononcer sur ce qu'il a fait à la tête de ce pays. Mais dans ce qui nous intéresse, c'est les questions politiques liées à la gouvernance de Patrice Talon, n'est-ce pas, qu'on lui a posées, et son regard sur la gestion de Patrice Talon, notamment sur des questions de liberté individuelle et tout ça. Et quand on écoute Nicéphore Soglo, je pense, pour ce que nous entendons de lui ici au Bénin, il n'a pas varié. Ce n'est pas aujourd'hui que Nicéphore Soglo parle des prisonniers politiques. Ce n'est pas aujourd'hui que Nicéphore Soglo parle des exilés politiques. Depuis un bon moment, c'est un discours. Il a essayé de voir de quelle façon il peut négocier avec Patrice Talon pour trouver une solution. Il a d'ailleurs relevé dans son interview, justement, qu'il en a discuté avec Patrice Talon plusieurs fois, sauf que celui-ci n'a pas accordé, n'a pas donné un avis favorable à sa demande. Donc, c'est un discours de tous les jours, dans un contexte où nous allons vers des élections générales, qui peut avoir d'autres répercussions, qui sait. Après, il pourrait y avoir des répercussions là, Franck, cette sortie? Oui et non. Répercussions, Soglo aurait eu le mérite d'attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur la façon dont lui perçoit les choses dans notre pays, parce que ce n'est pas forcément la façon dont d'autres personnes perçoivent ces choses-là. On vous dira que sur le vocable prisonnier politique, qui n'en est rien dans un certain camp, on ne comprend du tout pas qu'on parle de prisonnier politique. Et même d'exilé, on vous dira que ce vocable-là ne tient pas du tout la route. Et donc,
lui, il a donné sa perception. C'est pour faire un travail psychologique sur, les Béninois, les nationaux, mais également ceux qui suivent l'actualité du Bénin à l'international. Et quand on dit que ça va changer quelque chose, je ne sais pas, parce que ce n'est pas en tant que président, il peut nous dire avec des éléments d'appréciation que ce que l'on donne comme information dans une interview, ça peut ne pas réveiller un chef d'État de son sommeil. Ça peut ne rien faire, comme ça peut agir également, ça peut donner, ça peut inspirer. Votre analyse, ça pourrait avoir quelque chose. Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'il a gardé un ton un peu impératif. On dit, les prisonniers politiques doivent tous sortir cette année. Enfin, quand il le dit, c'est un peu comme s'il va s'asseoir à la place des juges à la criette ou, je ne sais pas, de l'administration judiciaire pour libérer ceux qui sont en prison, qu'on appelle prisonniers politiques. Lui, à son entendement, mais que de l'autre côté, on dit que ce sont des gens qui ont maille à partie avec la justice. Quelle est la ressource sur laquelle compte Nicéphore Soglo pour dire tous ceux-là vont sortir alors que c'est la justice qui les a condamnés pour purger des peines pour des faits qui leur sont reprochés? Moi, je me pose des questions. C'est pourquoi je dis, ça peut changer comme ça peut ne pas changer. Patrice Talon peut tirer quelque chose de ce qu'il a dit et peut même transformer cela en opportunité par rapport à tout ce que Soglo a dit. Et donc, je ne vois pas trop de changements que cela puisse apporter. Lui, ça va faire un travail psychologique au plan politique. Il a rappelé un peu comment les choses sont gérées à son avis. Et c'est tout. Je ne sais pas ce que ça peut véritablement changer. Parce que les réels problèmes ici qui sont évoqués par les politiques, ils parlent de code électoral, on parle de l'audit du fichier électoral. Et donc, ce sont des trucs qui préoccupent vraiment. Mais chacun a ses urgences, non? Et chacun fait ses choix en matière de sécurité. Mais là, c'est d'intérêt général. Est-ce que ça va changer quelque chose? Il faut voir à quel niveau, à quelle proportion, à quelle taille. Déjà, vous voyez un peu, depuis cette interview que l'ancien président a donnée, ça fait un sujet de discussion dans le pays. Parce que ces récentes déclarations sur la GDZ, par exemple, avait amené l'opinion à voir peut-être un Nicéphore Soglo adouber les actions de Patrice Talon. Et donc, cette interview vient encore à nouveau trancher avec peut-être ce que pensait un certain nombre de personnes. Il a parlé de l'importance de l'industrialisation et je crois qu'il est dans la même logique quand on suit l'intérêt. Parce que quand il est allé à la GDZ, il s'est émerveillé de voir quand même qu'on a de gros efforts qui sont faits au Bénin pour développer l'industrie locale. Et il a souligné encore dans son interview. Donc, ça montre que l'homme n'est pas d'accord. Logique avec lui-même. Ça montre que l'homme n'est pas... Mais sur le plan des libertés, je crois qu'il a aussi son opinion et sa position. Justement, ça montre que l'homme n'est pas d'accord avec Patrice Talon sur l'ensemble des sujets. Il y a des sujets sur lesquels ils peuvent se mettre d'accord, il y a des sujets sur lesquels il y a des désaccords, notamment la situation des prisonniers politiques et des exilés politiques. Après, la voix de celui qui a parlé, c'est un ancien président. Qui a estimé même dans son interview que gérer un pays n'est pas facile. Donc, il connaît, il sait ce qui est dedans. Donc, quand quelqu'un comme ça parle, ce n'est jamais rien. Donc, ça titille les oreilles, ça ouvre les yeux forcément, peut-être même à l'échelle nationale pour des gens qui pensaient que ces anciens présidents n'ont plus absolument rien à foutre du sort de ceux qui sont dans les îles, de ceux qui sont en prison. Au moins, ça rappelle encore à l'esprit de ces personnes que, voilà, vous avez des gens qui continuent toujours pas parler de vous, pas défendre votre cause. Voilà. Et donc, à quel niveau aussi est-ce que cela va suffire pour amener Patrice Talon, n'est-ce pas, à s'asseoir autour d'une même table avec Nicéphore Soglo pour que cette question soit véritablement vidée? En tout cas, c'est le souhait de l'ancien président Nicéphore Soglo. Donc, je pense que ça engage encore à nouveau la discussion. Peut-être que si Patrice Talon et Nicéphore Soglo ont abordé ce sujet il y a peut-être 2 mois, 3 mois, 5 mois en arrière, peut-être qu'après cette interview, Patrice Talon peut encore décrocher son téléphone. Bon, écoute, bon, voilà, passe à la maison, on va voir encore comment on peut encore aborder ce sujet, voir comment on peut évoluer. Tout compte fait, ça reste un sujet d'actualité dans l'environnement politique. On ne peut pas aujourd'hui parler du Bénin et ne pas parler de Rigathi Madougou, et ne pas parler de Joël Ivor, et ne pas parler des Béninois qui sont à l'extérieur. Et lui-même, il donne son exemple. Quand il a géré ce pays, il n'a envoyé personne en exil. Je crois qu'il y a une réaction. Il y a une réaction du colonel Tawes qui a estimé que Nicéphore Soglo a sans doute oublié son cas et que c'était justement sous sa mandature que lui a pris le chemin de l'exil après avoir été condamné ici par contumace à 5 ans. Donc, c'est une réalité et qui nous amène justement
à nous poser les questions. Comment on arrive à savoir que quelqu'un est un prisonnier politique et comment on arrive à savoir que quelqu'un est en exil politique? Parce que vous posez la question, comme l'a relevé Franck, on vous dira non, personne n'a jamais envoyé quelqu'un en exil. Les gens, ils ont fait le choix de quitter le pays. On vous dira non, personne n'a jamais envoyé quelqu'un en prison. Oui, partout dans le monde, personne n'a jamais envoyé quelqu'un. Oui, même sous Bono, nous avons entendu exilés politiques. Patrice Talon aussi est parti de ce pays donc, sur la pointe des pieds. Ce qui fait que on aborde le sujet, mais en vrai, on n'évolue pas. On est là, on tourne en rond. On n'arrive même pas à donner un statut vrai et clair à ces personnes. Moi, je pense que la sortie est aussi un peu opportuniste. Ah oui? Oui, parce que à lire de très près l'interview, vous remarquez que c'est un peu un cri de cœur finalement que Soglo a lancé par rapport aussi à son fils. Ça, ne l'oublions pas. Parce qu'il a dit que mon fils également est renvoyé du pays, il est en exil, on lui a collé 10 ans et tout. Et donc, c'est une forme en griffe rappelez-vous aussi du cas de mon fils. S'il y a quelque chose encore à faire pour que mon fils rentre au pays, il faut le faire. Maintenant, dans le langage dans lequel il adresse le message à Patrice Talon, parce que après tout, le destinataire de cette interview, c'est Patrice Talon. Il a dit, il a apprécié la gouvernance de Talon, il a peint la situation politique de notre pays et il a pris des cas qui lui paraissait très important, très préoccupant, dont le cas de son fils, où il a dit qu'il se retrouve en exil, ainsi de suite. Bref, aucun homme politique ne réalise cette interview-là pour faire plaisir ou pour faire, disons, pour le simple plaisir de le faire. Il y a toujours un objectif derrière et ne soyez pas surpris que d'ici à quelques mois, que nous ayons également dans cette même forme-là, Boni Yayi, fait cette forme d'interview où même Patrice Talon soit reçu. C'est un duo. Les gens du showbiz. La période s'y prête. Les gens du showbiz parlera de featuring. C'est un featuring, c'est ça? Oui, il y a du featuring. Allez, on va finir avec le dernier axe de notre discussion ce matin. Je crois que en dépit des querelles à l'interne et des petits pics qu'on peut s'envoyer, les anciens présidents notamment sont toujours, ma foi, au service de leur pays. On apprend que le duo Soglo Yayi sera à nouveau à Niamey. Cette fois-ci, est-ce que ce sera la bonne? J'espère bien, parce que c'est ce que les Béninois veulent de tout cœur. Les Nigériens également, une bonne partie des Nigériens le veulent également. Après la visite à Fort Yassingbe des deux hommes, les voilà encore en direction de Niamey. Moi, je pense que c'est dans la droite ligne des actions qu'ils ont démarré. Cette fois-ci, ils auront l'appui de l'ancien président nigérien. Et donc, c'est un appui de taille également, parce qu'on connaît la proximité de Issoufou, de ceux qui sont à la tête du Niger aujourd'hui. Ça va peut-être ça va permettre d'avancer un peu dans les discussions, mais je veux bien comprendre je veux bien savoir si c'est vraiment en accord toujours avec le pouvoir de Cotonou, parce que ces actions-là, est-ce que ça va porter, s'il n'y a pas une certaine acceptation de la démarche. De toute façon, si ça gênait à la Marina, on aurait certainement eu des réactions, à défaut d'un communiqué, on aurait eu certainement des réactions. Et je crois que le porte-parole du gouvernement n'a pas souvent l'habitude de mâcher ses mots, de cacher ses intentions, en tout cas par rapport à... Oui, parce que pour finir, ce que Tiani et ses hommes auraient voulu, c'est de voir par exemple Talon dans cette posture-là, de voir en train de faire les salamalek, voilà, oui, parce que vous savez, de l'autre côté, c'est des militaires, on ne veut pour rien au monde tout le monde n'a pas fait l'erreur non plus, hein. C'est parce qu'on est militaire que tout le monde on ne veut pas faire la courbette, on aurait souhaité que ce soit... c'est quand même un chef d'État. Voilà, mais bon, si ça peut apporter quelque chose de positif, moi je pense qu'il faut les y encourager. Il faut même prier pour eux, qu'ils aient l'énergie nécessaire, malgré le poids de l'âge, de toujours se rendre au Niger pour aller discuter. Donc, vous savez, depuis juin dernier,
dans ce mois où ils avaient effectué le premier voyage, et puis après le compte rendu qui a été fait à Cotonou, on n'avait pratiquement plus rien comme issue ou comme un autre développement de leur démarche. Dans une crise comme ça, comme celle que nous vivons avec le Niger, c'est toujours bien de garder le contact en termes de dialogue. Parce que quand le dialogue est rompu, on n'a plus d'autres possibilités de s'asseoir et d'échanger. Donc, si les anciens présidents à nouveau invités au Niger peuvent à nouveau réchauffer les relations diplomatiques entre les deux pays, peuvent à nouveau ramener sur la table des discussions les sujets qui fâchent, on peut encore saisir encore notre opportunité, notre chance d'évoluer dans la solution de cette crise, voyez-vous. Donc, je pense que nous avons aussi franchi ce cap où Cotonou se désolidarise de cette démarche. Parce que pour la première tentative, ils ont été bien reçus au palais de la Marina pour faire le compte rendu de leur premier voyage à Niamey. Et cela s'est soldé positivement. En tout cas, ils ont été reçus par le chef de l'État qui a estimé que la démarche était bonne. Donc je pense que nous sommes toujours dans la même dynamique et que Cotonou ne verra pas d'un mauvais œil, n'est-ce pas, la démarche, aujourd'hui en tout cas, la démarche des anciens présidents. Toujours est-il qu'il faut rester loin de tout activisme politique et il faut pas confondre cette démarche à un autre activisme dont nous connaissons un peu ici les acteurs qui sont assez friands. Il nous faut rester vraiment dans la solution de cette crise, dans la gestion de cette crise. Ils ont de très belles inspirations. Quand ça se passe de cette façon. Oui, absolument. Voilà. Maintenant, est-ce que cette fois-ci, au moins, ça va nous permettre d'engager véritablement la solution de cette crise avec les anciens présidents? Nous le souhaitons toujours tous nos meilleurs voeux, nos bons voeux, parce que malgré le poids de l'âge, ils effectuent encore ces voyages pour l'intérêt de l'État. C'est bon pour la santé, non? Se déplacer. Quelqu'un a dit ça. Parce que la sédentarisation, ça peut créer quelques problèmes quand on a Mais il ne faut pas également non plus en abuser. Il faut se reposer aussi. Merci beaucoup, docteur. Pour vos conseils ce matin. Allez, bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas la revue de presse juste derrière moi. Très bonne journée.